Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'étude des structures et des mailles cristallines, des concepts fondamentaux pour comprendre la matière solide. Les propriétés des solides dépendent de leur structure interne. L'acier est un alliage métallique avec du carbone, conférant résistance et dureté. Le diamant est un réseau cubique de carbone, donnant une dureté exceptionnelle. La puce électronique fabriquée en silicium cristallin, essentielle au circuit électronique. Qu'est-ce qu'un matériau cristallin ? Un matériau cristallin est un solide dont les atomes sont arrangés de manière régulière et périodique dans l'espace. Cette organisation forme des structures appelées mailles, qui se répètent dans les 3 dimensions. C'est cette régularité qui confère aux cristaux leurs propriétés uniques, comme leur dureté ou leur capacité à diffracter la lumière. Les systèmes cristallins. Les matériaux cristallins se regroupent en 7 systèmes cristallins, chacun caractérisé par les angles et les longueurs de ses axes. Ces systèmes incluent le cubique, le tétragonal, l'hexagonal et bien d'autres. Comprendre ces systèmes est essentiel pour analyser la symétrie des cristaux et leurs interactions avec les forces externes. Les 14 modes de Bravais. Les structures cristallines peuvent être décrites à travers 14 réseaux de Bravais, qui définissent la matière dont les mailles élémentaires se répètent dans l'espace. Chacun de ces réseaux correspond à une combinaison unique de symétrie qui influence les propriétés physiques des matériaux. Parmi les systèmes cristallins, le système cubique est sans doute le plus simple à visualiser. Il se caractérise par des axes de même longueur formant un angle droit. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les différentes variations du système cubique et leurs impacts sur la disposition des atomes. Une maille cristalline est l'unité de base qui se répète dans toutes les directions pour former un cristal. Elle décrit la position des atomes, ions ou molécules qui composent le solide. Cette structure ordonnée et régulière joue un rôle déterminant dans les propriétés mécaniques, thermiques et optiques du matériau, de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique. Nous commençons à l'échelle macroscopique avec une roche contenant de la calcite. À cette échelle, on peut observer les cristaux à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe. La calcite est un minéral commun que l'on retrouve dans de nombreuses roches, comme le marbre ou le calcaire. En zoomant davantage, nous observons des cristaux individuels de calcite. À ce stade, nous voyons leur forme géométrique. Ces cristaux sont le résultat de la croissance ordonnée du minéral, reflétant sa structure interne. En continuant à descendre à l'échelle microscopique, nous découvrons la maille élémentaire de la calcite. Cette maille est l'unité de base qui se répète dans toutes les directions pour former le cristal. Elle montre comment les ions calcium et carbonate sont arrangés pour assurer la cohésion du cristal. Enfin, à l'échelle atomique, nous avons la formule chimique de la calcite, CaCO3. Nous venons de voir l'évolution de la calcite de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique. Nous allons maintenant faire un petit rappel sur le cube. Le cube possède 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes. Ces informations sont très importantes pour calculer le nombre d'atomes dans chaque maille. Maintenant, nous allons voir le cubique simple. Avant cela, nous allons faire une petite explication sur les schémas que vous voyez souvent à l'école. Dans cette illustration, chaque boule rouge représente un atome dans un réseau tridimensionnel. Ce réseau est une façon ordonnée de décrire la structure de la matière solide, où chaque atome est disposé de façon régulière et périodique. Pour simplifier cette organisation complexe, nous sélectionnons 8 boules rouges formant un cube, ce qui représente une maille cubique simple. Cette maille cubique simple est l'unité de base du réseau cristallin. En la répétant, on peut reconstruire l'ensemble du solide. Afin de faciliter les calculs, on réduit la taille des boules rouges pour former un schéma simplifié. En réalité, dans un cristal cubique, les atomes sont en contact direct, mais ce schéma permet de visualiser plus facilement l'organisation des atomes et de calculer précisément le nombre d'atomes dans chaque maille. Dans une maille cubique simple, les atomes se trouvent uniquement aux 8 sommets du cube. Chaque atome de sommet est partagé avec 7 autres mailles voisines, ce qui signifie que chaque atome de sommet ne contribue qu'à hauteur de 1/8 à cette maille. Pour aider à visualiser ce partage, nous avons fait un zoom sur un coin du cube. Cela montre comment chaque atome de sommet est divisé en 8 parties égales, une pour chaque maille adjacente. Ce schéma permet de mieux comprendre la répartition des atomes dans l'espace tridimensionnel. Pour calculer le nombre total d'atomes dans une maille cubique simple, nous prenons en compte la contribution de chaque atome de sommet. Il y a 8 sommets et chaque atome contribue pour 1/8 à cette maille. Le calcul est donc nombre d'atomes égale à 8 fois 1/8 égale à un atome par maille. Cela signifie qu'une maille cubique simple contient un atome entier. Dans la maille cubique centrée, les atomes se trouvent aux 8 sommets du cube.
comme pour le cubique simple, mais il y a également un atome supplémentaire au centre du cube. Cet atome central appartient entièrement à cette maille et contribue donc pour un entier. Pour calculer le nombre total d'atomes dans une maille cubique centrée, nous additionnons la contribution des atomes au sommet et celle de l'atome au centre. Ainsi, le calcul se fait de la manière suivante. 8 sommets fois 1/8 plus un atome au centre. Le total est donc de 2 atomes par maille. Cette structure cubique centrée contient donc 2 atomes au total. Dans la maille cubique à face centrée, on retrouve des atomes aux 8 sommets du cube, comme pour le cubique simple, mais aussi un atome au centre de chacune des 6 faces du cube. Les atomes situés au centre des faces sont partagés entre 2 mailles voisines et contribuant donc pour un demi. Pour une meilleure vision de l'espace, nous avons fait un zoom sur l'atome situé au centre d'une face. Ce zoom permet de voir comment cet atome est partagé entre 2 mailles voisines, contribuant donc pour un demi à chaque maille. Pour déterminer le nombre total d'atomes dans une maille cubique à face centrée, nous combinons la contribution des atomes au sommet et des atomes au centre des faces. Ainsi, le calcul se fait de la manière suivante. 8 sommets fois 1/8 égale 1 atome, plus 6 faces fois 1 demi égale 3 atomes. Ainsi, le total est de 4 atomes par maille. La maille cubique à face centrée contient donc 4 atomes au total. Dans cet exercice, nous allons calculer le nombre d'ions dans la maille du chlorure de césium. Ce composé adopte une structure cubique centrée. Les ions césium sont situés aux 8 sommets du cube et l'ion chlorure est placé au centre. Mettez la vidéo en pause ici pour faire l'exercice. Essayez de calculer combien d'ions césium et d'ions chlorure sont présents dans une maille élémentaire. Lorsque vous êtes prêt, relancez la vidéo pour voir la correction. Calculons maintenant le nombre total d'ions césium. Chaque ion césium situé à un sommet contribue pour 1/8 à cette maille, car il est partagé avec 7 autres mailles. Avec 8 sommets, nous obtenons le nombre d'ions césium égale 8 fois 1/8 égale 1 ion césium par maille. Pour le calcul du nombre d'ions chlorure situé au centre de la maille, il est entièrement contenu dans cette maille. Sa contribution est donc un entier. En tout, la maille du chlorure de césium contient un ion césium et un ion chlorure.